Raphaël Branche, bonjour, vous êtes historienne, vous venez de publier Prisonniers du FLN, publié chez Payot. Alors c'est assez difficile de les compter, mais voilà, l'estimation qu'on peut faire, il me semble aujourd'hui, c'est autour de 400 militaires français, pas d'Algériens servant dans l'armée française, de Français servant dans l'armée française, et de 500 à peu près civils français. À quoi il faut ajouter donc les Algériens servant dans l'armée française, qui ont aussi été faits prisonniers, et puis des civils algériens, dont on sait très très peu de choses. Globalement mauvais, très mauvais. Ils sont morts pour la plupart. Les chiffres que j'ai pu élaborer, c'est autour de moins de 60% de taux de mortalité pour les militaires et 70% pour les civils, ce qui est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé par exemple que les prisonniers dans les camps du Viet Minh. Oui, frère Luc du monastère de Tibérine, Notre-Dame de l'Atlas, qui effectivement a été enlevé en fait avec un autre frère et qui a été fait prisonnier pendant plus d'1 mois par l'ALN, qui tentait en fait à cette époque de faire pression sur les Français qui avaient arrêté un religieux musulman. Et puis finalement, cet potentiel échange n'a jamais fonctionné et ils ont libéré frère Luc, qui a été expulsé d'Algérie par les Français, qui trouvaient que le monastère était trop proche, aidait trop les civils algériens, et qui est revenu en Algérie à l'indépendance, et qui a réouvert son dispensaire, et qu'on a vu par exemple dans la fiction de Xavier Beauvois sur les moines de Tibérine, et puis qui a été de nouveau, et avec les autres frères, enlevé par une autre guérilla dans les années 90 en Algérie, et qui, pour le coup, n'en est pas revenu. Oui, il faut se rappeler effectivement que le FLN et l'armée de libération nationale qui va avec ne disposent d'aucun camp où elle aurait pu stocker, gérer, détenir des prisonniers. Donc en fait, les prisonniers sont perpétuellement en mouvement avec les troupes de l'ALN. Donc effectivement, c'est complètement, ça paraît irrationnel. La logique n'est pas évidemment, la logique n'est pas pratique. La logique est politique. Il s'agit pour le FLN de montrer qu'elle est capable de faire des prisonniers dans un premier temps et donc de se comporter avec eux comme une armée légitime, c'est-à-dire qu'ils les respectent. J'ai dit qu'il y avait un très fort taux de mortalité, mais ce n'est pas forcément du fait de l'ALN, c'est du fait des conditions de la guerre. Donc de montrer qu'elle les respecte et que d'une certaine manière, elle est légitimement partie prenante à cette guerre en tant que proto-État et donc se comportant comme telle. Donc c'est la justification principale de ces prisonniers, c'est de poser l'ALN comme une armée. Alors justement, ce qui est intéressant dans les prisonniers, peut-être par rapport à l'image qu'on se fait quand on parle de guerre et de prisonniers, c'est que là, il y a autant, voire plus de civils que de militaires. L'enjeu n'est pas uniquement de faire des prisonniers qui soient des militaires, qui ressortissent du droit de la guerre, mais de faire en fait des prisonniers français, dont on va raconter, par le fait même qu'on les fait prisonniers, qu'ils sont du côté de l'ennemi. Le principe de division de la guerre d'indépendance algérienne, c'est la division nationale, entre d'un côté les Algériens et de l'autre les Français. Un principe que les autorités françaises nient, puisqu'elles disent que tout le monde est français en Algérie. Donc ce que dit le FLN en face, c'est non, il y a des Français, ceux-là on va les faire prisonniers, on va les traiter d'une certaine manière, et il y a des Algériens, et ceux-là on va les traiter différemment, y compris quand on les fait prisonniers, puisqu'il s'agit de faire exister ce principe national. Donc elle rappelle ça, cette pratique, elle rappelle que l'enjeu de la guerre, c'est l'indépendance de l'Algérie, c'est la reconnaissance de la nation algérienne. Après, elle peut rappeler d'autres choses, notamment la dimension coloniale de la guerre, puisque les civils qui sont faits prisonniers sont majoritairement des fermiers, qui vivent dans leurs fermes de manière isolée et qui sont un rappel quotidien pour les Algériens de la colonisation de leurs terres. Alors le mot prisonnier n'est pas un mot français. Les Français parlent de disparus à l'époque pour désigner à la fois les civils et les militaires, parce qu'en fait c'est ça leur statut, évidemment, ils sont du jour au lendemain disparus, et parler de prisonniers amènerait un vocabulaire du côté du droit de la guerre que les Français nient absolument. Inversement, du côté du FLN, on va parler de prisonniers, puisqu'il s'agit précisément de faire advenir cette réalité d'une guerre en Algérie qui n'est pas reconnue par la France. Après, du côté de l'analyse, on peut dire que ces prisonniers fonctionnent comme des otages. Ils sont réellement une monnaie d'échange
des éléments dans un marchandage entre le FLN puis le gouvernement provisoire de la République algérienne et les autorités françaises. En fait, les conventions de Genève sont un texte assez ancien, mais qui a été complètement rénové après la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Deuxième Guerre mondiale avait montré le côté complètement inopératoire des conventions de Genève, qui encadraient la guerre, qui encadraient les combats, alors que la Deuxième Guerre mondiale, a fait massivement des victimes civiles, évidemment, dans les camps de concentration, mais pas uniquement, ou alors des prisonniers dont on n'a pas respecté du tout les statuts. Donc on a complètement rénové le droit de la guerre en 1949. Et la France a ratifié les conventions de Genève en 1951. Donc la guerre d'Algérie, c'est la première guerre qui commence, contrairement à l'Indochine, alors que les conventions de Genève viennent d'être validées par la France. Donc c'est le premier test pour cette puissance-là et pour l'ensemble des puissances occidentales, d'une certaine manière, dans ce type de conflit, et une mise à l'épreuve qui s'avère redoutable pour les conventions de Genève, puisqu'en fait, elles échouent à protéger les prisonniers, d'abord, et puis globalement les autres personnes impliquées dans la guerre, et principalement les civils. Et c'est seulement en 1977 qu'il y aura les protocoles additionnels aux conventions de Genève qui vont intégrer toutes ces situations de conflit et de guerre civile qui avaient déjà mis à l'épreuve ces nouvelles conventions. Donc la guerre d'Algérie, c'est le premier test, et un test qui n'est pas très positif. Alors dans les archives, c'est très compliqué de les retrouver parce que les prisonniers, concrètement, les militaires tiennent à peu près bien leur compte, les civils pas du tout. Donc déjà, c'est compliqué d'avoir des informations sur eux. À l'époque, effectivement, tout ça était très secret. Donc il y a des choix que j'ai dû faire, d'aller ou non consulter les gens, d'aller ou non les contacter, sans savoir vraiment ce qu'ils savaient, ou pour les anciens prisonniers que j'ai rencontrés, ce qu'ils avaient dit de leur expérience à leurs proches. Donc ça fait partie des arbitrages de l'enquête historienne entre le respect du témoin et l'intérêt éventuel de son témoignage. Donc j'espère que je l'ai fait justement, mais on ne sait jamais en réalité. On ne sait jamais, quand on va voir les gens, ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. Et en l'occurrence là, ce qui m'a surtout beaucoup frappée, c'est que j'ai contacté beaucoup d'anciens prisonniers militaires dont j'ai pu avoir les coordonnées, et très peu ont accepté de répondre. Vraiment très peu. Ou alors ils ont accepté puis ils se sont rétractés, ou alors ils m'ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas, parce que c'était beaucoup trop sensible. Et cette proportion de refus est quand même particulièrement impressionnante. Et dit le traumatisme.